Ak était un geek de combat pathétique et désespéré qui a été séduit par la belle princesse, mais elle était attirée par quelqu'un d'autre. Un jour, ce quelqu'un a transporté son père dans un autre monde. Alors Ak est parti pour la sauver et l'aider à trouver les guerriers les plus forts pour reprendre la couronne et ce faisant, la séduire. C'est le pays de Kuka, un petit royaume dirigé par un roi gentil. Mais il y a un problème majeur, il n'a ni reine ni prince pour prendre le trône, son seul enfant est une fille de 15 ans nommée Yona la princesse. Comme Kuka est une nation si petite, les pays voisins la considèrent souvent comme une cible facile, donc des batailles sont généralement attendues. Pourtant, étrangement, depuis que l'ancien roi est mort il y a 10 ans, tout est resté complètement calme et paisible. Yona devait se présenter à un événement royal en l'honneur du roi, mais elle l'a évité simplement parce qu'elle ne pouvait pas décider quoi porter. Alors que la cérémonie se terminait sans elle, Yona était trop occupée à se soucier de l'apparence de ses cheveux. Bien que son père lui ait toujours dit qu'elle était belle, elle ne comprenait pas pourquoi ses cheveux devaient être rouges vifs et très bouclés. Un des 5 meilleurs généraux, un gars nommé Ak, est entré et a plaisanté sur ses cheveux. Il pouvait se permettre de la taquiner parce qu'ils se connaissaient depuis qu'ils étaient enfants. Il était pratiquement le seul à lui parler comme à une personne normale. Ak a dit à Yona que leur ami d'enfance, Suwon, arriverait bientôt. Dès qu'elle a entendu ça, Yona est partie en courant pour le rencontrer. Suwon, qui avait 3 ans de plus qu'elle, était aussi proche de Yona depuis qu'ils étaient petits. Il visitait le palais pour son anniversaire et prévoyait de rester pendant une semaine entière. Après avoir rencontré Suwon brièvement, celui-ci est parti saluer le roi. Yona était restée derrière, se sentant un peu grincheuse parce que Suwon la traitait toujours comme une petite fille. Yona avait toujours été triste de perdre sa mère quand elle était jeune, et à l'époque, Suwon avait promis de combler ce vide émotionnel. Depuis lors, elle l'avait toujours gardé près de son cœur. Le lendemain, elle apprit que Suwon et Ak avaient un concours de tir à l'arc, alors elle courut pour regarder. Voir Suwon en action lui a donné envie d'apprendre à tirer des flèches aussi, mais son père n'aimait pas du tout l'idée que sa fille touche des armes. Sans prévenir, Suwon a invité Yona à faire de l'équitation et elle a accepté avec plaisir. Ak l'a aidé à monter sur le cheval et en cours de route, Yona a remarqué que Suwon avait l'air à l'aise avec les filles. Elle s'est demandé s'il avait beaucoup d'admiratrices. En fait, Suwon avait reçu de nombreuses propositions de mariage auparavant, mais il les avait toujours refusées. En essayant de se comporter de manière plus adulte, Yona a lâché qu'elle avait déjà accepté d'épouser Ak. Ak a été complètement pris au dépourvu et ne savait pas du tout de quoi elle parlait. Suwon les a félicités quand même, ce qui a encore plus déconcerté Yona. Pourquoi le croirait-il? Plus tard, Yona est allée parler avec son père. Elle s'est rendue compte qu'il n'était pas d'accord avec son mariage avec Suwon. Même si Suwon était talentueux et avait du sang royal étant le fils du frère aîné du roi, le roi refusait toujours de céder le trône de cette manière. Il a avoué qu'il était un lâche, mais il ne voulait pas que Yona passe par la même douleur que sa mère avait endurée. Bouleversée, Yona est partie en trombe, mais un étranger sinistre est soudainement apparu et a commencé à la poursuivre. Terrifiée, elle s'est mise à courir. Heureusement, Suwon est arrivé et l'a sauvée. Yona a expliqué ce qui s'était passé, mais lorsque Suwon a regardé autour de lui, il n'y avait personne en vue. Essayant de la calmer, Suwon a dit qu'il devrait aller chercher Ak. Il supposait qu'ils étaient fiancés, mais Yona s'est finalement ouverte et lui a dit la vérité, elle n'avait des sentiments que pour lui. Suwon ne savait pas comment réagir. Il a admis qu'il était difficile pour lui de cesser de la voir comme une petite fille, même s'il savait qu'elle grandissait. Ce moment signifiait beaucoup pour Yona. Elle ne savait rien de la politique ou de la gouvernance, mais elle savait une chose, elle aimait toujours Suwon de tout son cœur. 5 jours plus tard, l'anniversaire de Yona a eu lieu. Pendant l'événement, Suwon lui a offert une belle épingle à cheveux. Elle pensait que ses cheveux roux ne correspondaient pas à quelque chose d'aussi élégant, mais Suwon lui a dit qu'il aimait ses cheveux tels qu'ils étaient. Pour la première fois, Yona en était réellement fière. Avant que la célébration ne puisse continuer, Ak entra et interrompit. Yona est retourné dans sa chambre et Ak a averti Suwon qu'il sentait quelque chose d'anormal. Il soupçonnait qu'un intrus s'était introduit dans le palais. Lorsqu'il a appris que Yona avait été attaquée plus tôt, il a demandé à Suwon de prendre soin d'elle pendant qu'il renforçait la sécurité. Cette nuit-là, Yona est allée parler à nouveau avec son père au sujet de Suwon, mais lorsqu'elle est arrivée à ses appartements, quelque chose n'allait vraiment pas. La porte était ouverte, il n'y avait pas de garde, et à l'intérieur, elle a découvert une scène horrifiante. Son père avait été assassiné, et celui qui l'a fait n'était autre que Suwon lui-même. Pendant ce temps, Ak était de service et a rencontré Minsu, un des gardes du roi. Ils ont discuté de Yona et Suwon. Pendant ce temps, Yona était secrètement emmenée pour être exécutée, mais Ak est arrivé juste à temps et l'a sauvée. Yona avait encore du mal à croire que Suwon puisse être aussi cruel, mais la vérité était que Suwon attendait ce moment depuis des années. Ses soldats pensaient que les choses n'étaient pas encore trop mauvaises, puisque la plupart des gens ne savaient pas ce qui s'était passé. Leur seule préoccupation était Ak. Ak a trouvé des hommes suspects et a exigé des réponses. Quand ils ont attaqué, il n'a pas hésité à riposter. À peu près au même moment, Suwon a finalement dit à Yona pourquoi il l'avait fait. Il croyait que son père avait toujours été un lâche pour avoir évité la guerre.
Bien que beaucoup le voyaient comme doux, Suwon croyait que le pays ne pouvait pas être fort sous un tel dirigeant. Il y a 10 ans, quand l'ancien roi devait nommer un héritier, au lieu de donner la couronne à son fils aîné, le père de Suwon, il l'a donnée à son frère cadet, le père de Yona. Le père de Suwon était d'accord avec cela et est même allé sur le champ de bataille pour protéger son frère. Mais à la fin, le père de Yona l'a trahi et tué. Suwon n'a jamais voulu blesser Yona. Il a pensé qu'elle ne visitait jamais les chambres du roi et ne verrait rien. Mais un homme nommé Kisuk est apparu et a décidé que Yona en avait trop vu. Il voulait se débarrasser d'elle. Paniqué, Yona a renversé une bougie et déclenché un incendie. Pendant que tout le monde était distrait en essayant de l'éteindre, elle s'est échappée. Encore incapable de croire la vérité, Yona fut de nouveau capturé, mais Ak arriva et la sauva encore une fois. Ak avait commencé à se douter de quelque chose lorsqu'il remarqua de nouveaux visages inconnus parmi les gardes du palais, alors il demanda à Suwon ce qui se passait réellement. Yona était incroyablement soulagé que Ak la soutienne toujours. Le roi lui avait donné un seul ordre, protéger Yona à tout prix. Quand Ak a demandé où était le roi, il a appris que Suwon l'avait tué. Furieux, Ak s'est jeté sur Suwon, exigeant de savoir pourquoi. Comment quelqu'un qui ne voulait même pas le trône pouvait-il assassiner un roi qui détestait la guerre? Suwon croyait que Kuka avait besoin d'un dirigeant fort, pas d'un gentil. Kisuk savait à quel point Ak était dangereux. Alors ils ont pris Yona en otage pour faire capituler Ak. Entouré et en infériorité numérique, Ak a déposé son arme. Mais à ce moment-là, une flèche est arrivée et lui a donné l'occasion de s'échapper avec Yona. Min-soo était celui qui a tiré la flèche. Il les a rejoints et Ak lui a demandé de s'occuper de Yona pendant qu'il allait se battre. Les trois se sont cachés mais n'ont pas trouvé de moyen clair de sortir. Min-soo a eu une idée. Comme personne ne savait où étaient ses loyautés, il a mis le manteau de Yona et est sorti pour servir d'appât. Les gardes sont tombés dans le piège et pendant qu'ils poursuivaient Min-soo, Ak et Yona s'échappaient. Malheureusement, Min-soo a été touché par des flèches et gravement blessé. Les deux ont fui dans la forêt et Suwon a envoyé des hommes pour les trouver. Il ne pensait pas qu'il réussirait, car Ak connaissait les bois mieux que quiconque, mais il devait quand même essayer. Ak a laissé Yona se reposer cette nuit-là sous les étoiles. Le lendemain matin, les gens à travers le pays ont commencé à remarquer des changements. Suwon n'avait toujours pas reçu de nouvelles. Pendant ce temps, Ak et Yona ont décidé de quitter la forêt derrière eux. Ak savait qu'il pouvait survivre n'importe où tant que Yona était encore en vie. Yona, elle aussi, espérait que Ak ne la quitterait jamais. Il la tenait prêt pour la réconforter et ensemble, ils ont commencé un voyage. Ils allaient rencontrer de puissants alliés et se préparer à reprendre un jour leur royaume. Et c'est ainsi que commence leur aventure. Après avoir passé plusieurs jours cachés au fond de la forêt, Ak commençait à remarquer quelque chose. Yona devenait plus faible, elle n'avait jamais traversé de moments difficiles auparavant. Son corps n'était pas habitué à la douleur, à la faim ou à l'épuisement. Il y a longtemps, Ak a grandi en tant que petit-fils d'un général respecté. Pour cette raison, le roi lui avait proposé de devenir un jour général, mais Ak a refusé. Il n'aimait pas la politique de la royauté, ni la façon dont les nobles se poignardaient dans le dos. En plus, il ne voulait pas être près de Yona. Chaque fois qu'elle était là, Ak avait l'impression de perdre le contrôle de lui-même. À l'époque, alors que Ak essayait de s'éloigner d'elle, Yona est soudainement venue en courant vers lui. Elle se cachait derrière lui, visiblement contrariée. Il s'est avéré qu'elle venait d'être harcelée par un gars nommé Tae-jun, le fils du chef de la tribu du feu. À ce moment-là, Ak a réalisé que Yona avait des sentiments pour Suwon. Elle pensait que c'était juste un coup de cœur non partagé et n'en a jamais parlé à personne. Après cela, Ak est parti et a demandé à son grand-père de le ramener à la maison, mais le vieil homme a refusé. Alors Yona a trouvé Ak toute seule et s'est excusée pour avoir agi comme une lâche et l'avoir bouleversée. Elle lui a même apporté des fruits pour faire la paix. Pendant que Ak était à proximité, il a entendu des gardes discuter que le roi se retenait d'utiliser tout son pouvoir. Juste après, il a vu Tae-jun embêter encore Yona. Cette fois, ça a été trop loin et Ak a dû intervenir. Il a fait semblant que lui et Yona étaient très proches, juste pour que Tae-jun recule. Après ça, Ak a décidé de devenir son garde du corps personnel. Il a dit à tout le monde qu'il était le prochain chef de la tribu du vent. Peu de temps après, le roi lui-même est apparu. Il a soutenu la décision de Ak et lui a fait confiance pour protéger Yona. C'est alors que Ak a commencé à réaliser que le roi n'était pas du tout faible. L'homme était même prêt à saisir l'épée de Tae-jun pour l'arrêter, se blessant la main pour protéger sa fille. Ak se souvenait du moment où la reine était décédée. Yona et le roi avaient tous deux le cœur brisé. Bien qu'elle souffre, Yona a essayé de rester forte pour être là pour son père. Suwon et Ak ont aussi essayé de lui remonter le moral en jouant dans la neige, mais ils sont allés trop loin et Yona est tombée malade. Elle voulait que son père lui rende visite, mais le médecin royal a dit que le roi était trop occupé. Plus tard, Suwon et Ak sont tombés malades aussi, alors le grand-père de Ak est venu les voir. Suwon a dit qu'il voulait devenir comme le grand-père de Ak un jour, un grand général. Ak a expliqué qu'il était juste un orphelin élevé par son grand-père. Quand le père de Suwon est venu le voir, Yona a ressenti de la tristesse que son propre père ne soit toujours pas venu. Les gens pensaient que peut-être le roi avait peur de contracter la maladie, même de sa propre fille. Mais Ak a défendu le roi, disant que même s'il aimait sa fille, le pays passait toujours en premier pour lui. En entendant cela, Yona a cessé de blâmer son père.
Cette nuit-là, elle a encore eu faim et Suwon a envoyé quelqu'un lui apporter de la nourriture. Le porridge était horrible, mais ensuite le roi est entré et a admis qu'il l'avait fait lui-même. Il était désolé de ne pas être venu plus tôt. Même si le porridge avait mauvais goût, Yona a terminé chaque bouchée parce qu'il venait de son père. À l'époque, Yona avait souhaité que Ak et Suwon restent toujours à ses côtés. Mais maintenant, tout ce qui lui restait était des souvenirs douloureux. Le ciel qu'elle partageait autrefois avec eux semblait maintenant vide et lointain. Ak pouvait dire que Yona n'était plus seulement physiquement faible, son cœur se brisait. Elle ressemblait à un fantôme d'elle-même. Cela a fait que Ak déteste encore plus Suwon pour avoir détruit la Yona qu'il connaissait autrefois. Une nuit, Ak a trouvé l'épingle à cheveux que Suwon avait donnée à Yona et a décidé de la garder. Quand Yona a remarqué qu'elle avait disparu, elle l'a cherchée, mais ne l'a pas trouvée. Elle a essayé de rejeter ses sentiments pour Suwon, mais il lui collait toujours à la peau. Lorsqu'elle s'est aventurée dans les bois, un serpent venimeux est apparu. Ak est entré précipitamment et l'a sortie en toute sécurité. Réalisant à quel point l'épingle à cheveux comptait pour elle, il la lui a rendue. C'était la seule chose qui gardait son esprit vivant. Ils ont continué à survivre dans la forêt. Yona a vu que Ak avait été mordu, mais il a fait comme si de rien n'était. Elle ne savait pas où il pouvait aller. Il pourrait y avoir des soldats dans les villages. Alors Ak décida de se rendre dans sa ville natale. À leur arrivée au village de la tribu du vent, les habitants furent surpris de voir Ak revenir. Ils n'avaient aucune idée de qui Yona était réellement et supposaient qu'elle était sa petite amie. Ak leur a demandé d'apporter de la nourriture pour Yona et a vérifié où se trouvait son grand-père. Les villageois lui ont dit que le palais avait convoqué les 5 anciens généraux à une réunion, mais personne ne semblait savoir pour la mort du roi. En même temps, les 5 généraux s'étaient rassemblés. Le chef de la tribu du feu a accusé Ak d'avoir tué le roi et d'avoir enlevé la princesse. Suwon n'a pas blâmé Ak, mais il n'a pas non plus avoué avoir tué le roi. Il a dit qu'en ce moment, les tribus devaient rester unies pour arrêter les invasions ennemies. Tout le monde était d'accord pour que Suwon devienne le prochain dirigeant, sauf le grand-père de Ak, qui est resté silencieux, disant qu'il n'était plus général. S'il voulait un avis, il devrait demander à Ak. Ki-suk a averti le vieil homme que rester silencieux pourrait être considéré comme de la trahison. Il avait traité Suwon comme son propre petit-fils par le passé, alors maintenant il a choisi de ne pas parler. Suwon a ensuite dit que le couronnement aurait lieu dans 3 jours et l'a invité à y assister. Plus tard dans la journée, il a été révélé que le chef de la tribu du feu avait secrètement soutenu l'ascension de Sewon au pouvoir. Il pensait que Ak ne riposterait pas en raison de la sécurité de Yona. Pendant ce temps, ils ont commencé à préparer des troupes pour réprimer la tribu du vent. De retour au village, Yona a rencontré un garçon nommé Yoon, qui était comme un petit frère pour Ak. Yoon a demandé si Yona et Ak étaient ensemble, mais elle a dit qu'ils étaient juste amis. Les garçons ont taquiné Ak pour s'être fait rejeter. Ak a raconté à Yona l'histoire inventée qu'il avait répandue. Elle était censée être une servante du palais qui avait été renvoyée pour avoir mal fait son travail. Une femme âgée a entendu la rumeur et a décidé d'apprendre à Yona comment travailler correctement. Elle lui a donné la tâche de faire la lessive. Plus tard, Ak l'a aidé et en travaillant, ils ont découvert que le ruisseau du village s'était asséché. Ak a envoyé des gens vérifier en amont. Juste à ce moment-là, son grand-père est revenu et était heureux de revoir Yona. Peu après, un homme nommé Haeng est revenu blessé. Il a dit que la tribu du feu avait bloqué l'approvisionnement en eau. Le grand-père de Ak empêchait quiconque de riposter, sachant que c'était une pression pour le forcer à soutenir Sewon. Il avait déjà décidé qu'il ne laisserait pas Sewon devenir roi. Si Ak se montrait, il serait simplement appelé un meurtrier. Ce soir-là, Taejun est réapparu, toujours jaloux que Ak lui ait barré la route auparavant. Yona était perdue dans ses pensées quand Yoon est venu la chercher pour dîner, mais il s'est effondré. Ak et son grand-père ont expliqué que Yoon avait toujours été malade et avait souvent besoin de médicaments. Juste à ce moment-là, ils ont entendu qu'un groupe de marchands avait été attaqué, ce qui signifiait qu'aucune fourniture n'arrivait. Tout le monde savait que c'était le fait de la tribu du feu. Haeng a proposé de trouver un médecin pour Yoon, et Ak lui a donné la permission, conseillant aux villageois de ne pas causer de problème. Leur armée était plus petite, et la tribu du feu avait désormais le soutien royal. Plus tard, Ak a rencontré Yona en privé. Elle se demandait ce qu'elle pouvait faire maintenant. Ak lui a dit de rester au village et de mener une vie tranquille. Puis Ak a rencontré son grand-père et lui a demandé d'approuver le couronnement de Sewon et de reprendre son titre de général. Ak a dit qu'il quitterait la tribu pour qu'il ne soit pas ciblé. Il savait qu'il serait considéré comme un traître, mais cela lui était égal. Il voulait aussi que Yona reste et vive en paix, mais son grand-père a refusé. Alors Ak a utilisé ses droits de chef de tribu et l'a ordonné lui-même. Cette nuit-là, Ak a rendu visite au forgeron, a pris des armes et a dit au revoir à de vieux amis. Entre-temps, Haeng est revenu avec des médicaments et a sauvé Yoon. Le jour suivant, Yona a rendu visite à la caravane qui avait été attaquée. Elle s'est rendue compte qu'elle mettait des gens innocents en danger, alors elle a pris sa décision, elle partirait. Elle est allée chercher Ak et a découvert qu'il avait déjà dit au revoir à Yoon. Yoon a pleuré, et Yona l'a remercié pour tout. Yoon a compris qu'elle partait aussi. Il avait promis à Ak de veiller sur elle, mais maintenant, elle était partie. À la porte du village,
Ak a retrouvé son ancienne équipe et leur a dit adieu. Il leur a demandé de veiller sur Yona. Mais alors qu'il était sur le point de partir, Yona est apparue et a dit qu'elle venait avec lui. Ak lui a dit de rester en arrière et de vivre une vie normale, mais elle a refusé. Ak a dit qu'il n'était plus son général. Si elle voulait sa protection, elle devrait le payer. Comme elle n'avait rien, il a utilisé cela comme excuse pour la faire rester. Mais ensuite, son grand-père a levé son arc prêt à tirer sur Ak s'il ne cessait pas de manquer de respect à Yona. Finalement, son grand-père a accepté son choix et l'a laissé partir. Vers cette époque, Taejun a entendu dire que quelqu'un avait trouvé l'emplacement de Ak et Yona et il est parti à leur poursuite. Pendant ce temps, Ak et Yona suivaient les conseils du grand-père de Ak. Il leur avait dit de chercher un vieux prêtre, un homme qui avait autrefois guidé l'ancien roi, mais après avoir perdu confiance dans les choix du roi, le prêtre avait disparu de la société et choisi de vivre loin des gens. Leur voyage les a menés dans une région de montagne calme et escarpée. C'était un endroit difficile pour séjourner et Ak a averti que la nuit ici serait glaciale et inconfortable. Yona, essayant de se réchauffer, a dit qu'elle dormirait près de Ak, mais il a plaisanté en disant qu'il ne pouvait pas promettre qu'elle se reposerait beaucoup ainsi. Soudainement, Ak a entendu quelque chose. Il a tiré Yona de côté et lui a dit de se cacher, il y avait des ennemis à proximité. Un instant plus tard, ils étaient entourés de soldats de l'unité de Taejun. Taejun ne s'attendait pas à les trouver si rapidement dans cet endroit reculé. Ak, calme comme toujours, a dit qu'il ne faisait plus partie de l'armée de la tribu du vent. Tout ce qu'il faisait maintenant n'avait rien à voir avec eux. Taejun s'en fichait. Il a dit à ses hommes d'attaquer, mais Ak les a combattus facilement, abattant chaque soldat qui se jetait sur lui. Lorsque les archers ont commencé à tirer de loin, Ak a pris Yona et s'est échappé, tranchant les flèches qui arrivaient pendant qu'il courait. Yona a perdu l'équilibre et a trébuché, et Ak l'a protégé avec son propre corps, recevant une flèche empoisonnée dans le dos. Mais il a continué et s'est enfui avec elle. Plus tard dans l'après-midi, ils ont réussi à semer les soldats qui les poursuivaient, mais Ak savait qu'il n'en avait pas fini. Il a dit à Yona de se cacher et a décidé d'affronter les ennemis de front. Encore entouré, Ak se battait courageusement, mais le poison commençait à se répandre dans son corps. Yona, cachée à proximité, a vu ce qui s'est passé. Elle a réalisé que la flèche avait été empoisonnée et que Ak était en grand danger. Au début, elle est restée en arrière, craignant de tout gâcher, mais ensuite, elle a compris. Si elle restait cachée et laissait Ak la protéger tout le temps, elle aurait aussi bien pu rester en sécurité dans le village de la tribu du vent. Alors, elle est sortie précipitamment et a attaqué l'archer qui avait tiré sur Ak. Puis, elle s'est retrouvée face à face avec Taejun. Il a proposé de l'emmener avec lui et a même dit qu'il pourrait s'occuper de Sewon ensemble. Mais Yona a refusé. S'il savait déjà les choses horribles que Sewon avait faites, pourquoi continuait-il à le soutenir? Pourquoi a-t-il laissé la tribu du vent souffrir? Elle a traité Taejun d'hypocrite et a dit qu'elle ne partirait jamais avec lui. Taejun était stupéfait, ce n'était pas la princesse faible dont il se souvenait. Elle était audacieuse maintenant, ses cheveux roux flamboyèrent comme le feu. Sa présence s'imprimait en lui. Ak la réprimanda pour être sorti à nouveau, mais c'était trop tard. Son corps était en train de céder. Le poison le submergeait et il pouvait à peine tenir debout. Pourtant, il a continué de se battre jusqu'à ce qu'il soit coupé par un ennemi et repoussé vers une falaise. Il s'est accroché au bord, s'accrochant à peine. Yona a couru pour aider, mais Taejun l'a attrapé par les cheveux pour l'arrêter. Sans hésiter, Yona a attrapé une épée et s'est coupé les cheveux pour se libérer. Elle s'est précipitée pour sauver Ak avec la lame dans sa main. Taejun a dit à ses hommes de ne pas lui faire de mal, donc ils ne l'ont pas arrêté. Yona a rejoint Ak et a essayé de le relever, mais elle n'était pas assez forte. Ils ont tous deux fini par tomber de la falaise ensemble. Taejun a ordonné à ses hommes de chercher au fond, mais la plupart des soldats pensaient qu'il était impossible que l'un d'eux ait survécu. Plus tard dans la nuit, Taejun est retourné voir Sewon et lui a remis une mèche de cheveux de Yona qu'il avait réussi à garder. Taejun a tout expliqué et croyait vraiment que Yona était définitivement parti. À l'origine, Kiyesuk avait seulement prévu de capturer Yona et de la ramener, mais les choses avaient maintenant déraillé. Taejun a supplié Sewon de le punir pour cet échec, mais Sewon s'est simplement détourné et n'a rien dit. Pendant ce temps, dans la forêt, quelqu'un avait trouvé Yona et Ak. Pendant ce temps, le jour du couronnement de Sewon arriva. Kiyesuk annonça que le grand-père de Ak et le nouveau général nommé étaient présents. Sewon voulait les rencontrer lui-même. En se préparant, Sewon se souvenait du bon vieux temps où Ak se tenait toujours à proximité chaque fois qu'il venait rendre visite à Yona. Il admirait la force de Ak et avait souhaité qu'il devienne son garde personnel. En fait, Ak avait même plaisanté en disant que Sewon devrait épouser Yona et devenir roi. Mais Sewon avait toujours hésité, sachant que s'il prenait le trône, il devrait renoncer à son lien avec Yona et Ak. Maintenant, il avait choisi le pouvoir sur tout le reste. Lors de la cérémonie, Sewon regarda autour de lui les chefs des tribus. La tribu du feu servait toujours fidèlement mais voulait clairement le trône pour elle-même. La tribu de la terre ne suivait que celui qui était au pouvoir. La tribu de l'eau attendait juste le bon moment pour prendre le pouvoir. Et la tribu du vent avait de forts combattants entraînés par le grand-père de Ak, qui pourrait se rebeller un jour. Mais pour défendre Kuka des menaces extérieures, Sewon savait qu'il devait unir toutes les tribus sous une seule bannière. Le grand-père de Ak a demandé à Sewon ce qu'il avait abandonné pour prendre la couronne. Sewon a répondu qu'il ramènerait la force de Kuka et restaurer sa gloire.
non pas par les bénédictions des dieux, mais par la force de son peuple. Et quiconque se mettait en travers de son chemin, il les écraserait. Le grand-père d'Ak ne pouvait pas dire quand Sewon avait tant changé. Pendant ce temps, Yona se réveillait lentement. Elle était en vie, et un garçon nommé Yoon avait été celui qui l'avait sauvée, elle et Ak. Yoon a expliqué que Ak avait été vraiment blessé en la protégeant. Et s'ils étaient arrivés plus tard pour l'aider, ils n'auraient peut-être pas survécu. Yona rencontra bientôt une autre personne, Iksu, le prêtre qu'il cherchait. Il a agi un peu bizarrement, donc Yona n'était pas sûr si elle devait... Dis-lui qui elle était vraiment, mais il le savait déjà. Et d'après ce que Yoon a dit, Yona a réalisé que cet homme était vraiment le prêtre dont le grand-père de Ak a parlé. Iksu a expliqué que son rôle était de transmettre les paroles des dieux au peuple, mais Yoon pensait que c'était exactement pourquoi il avait été expulsé de la capitale, car ses messages divins ne plaisaient pas à la famille royale. Yona était curieuse d'en savoir plus. Yoon a réalisé qu'elle avait grandi au palais, mais ne savait rien du monde extérieur. Plus tard, Ak a commencé à bouger, mais Yoon a dit à Yona qu'il avait encore une forte fièvre et qu'il lui faudrait du temps pour guérir. Yoon n'était pas médecin, alors il l'a averti de ne pas trop espérer. Il a également souligné que Yona n'avait même jamais remercié Ak de lui avoir sauvé la vie. C'était une des raisons pour lesquelles Yoon n'aimait pas la royauté. Il prenait tout pour acquis. Iksu cependant a rassuré Yona que le dieu de la mort n'était pas encore venu pour Ak. Plus tard, Yona a demandé à Iksu pourquoi il avait choisi de vivre si loin. Iksu a dit qu'il suivait simplement le cours de la vie et croyait que tout arrivait pour une raison. Ce soir-là, Yona a remercié Yoon de l'avoir sauvé et a demandé à propos de leur passé. Yoon a dit qu'il n'était rien de spécial, juste quelqu'un qui s'occupait de ce vieux prêtre maladroit. Autrefois, les prêtres étaient traités comme des messagers divins. Ils pouvaient déclencher des guerres, renverser des rois et influencer des royaumes entiers. Ils avaient même le pouvoir de démettre les dirigeants si les dieux étaient mécontents. À cause de cela, la famille royale les considérait comme dangereux. C'était le père de Sewon qui avait banni Iksu, craignant qu'il n'interfère avec le règne du roi. Yoon a amené Iksu à vivre ici parce qu'Iksu était trop gentil pour ce monde. Il donnait toujours tout pour aider les autres, même si cela lui faisait du mal. C'est comme ça qu'ils ont fini dans cette région éloignée. Plus tard dans la nuit, Yona s'est rendu compte que Ak manquait à l'appel. Elle a paniqué et s'est précipitée dans les bois, criant son nom jusqu'à ce qu'il revienne. Il était simplement parti chercher son épée. Yona a éclaté en sanglots, bouleversé qu'il ne lui ait pas dit. Ak, couvert de blessures, lui a demandé si elle pleurerait autant s'il mourait. Yona lui a dit de ne plus jamais la quitter. Alors que Ak s'approchait, leurs têtes se sont cognées. Yona a pensé qu'il vérifiait sa température et a offert son front. Et Ak a juste joué le jeu, sachant qu'elle était encore innocente en amour. Ak s'est aussi excusée du fait qu'elle ait dû se couper les cheveux, mais Yona a dit qu'elle ne s'en souciait pas vraiment de toute façon, elle ne l'a jamais regretté. Pourtant, Ak remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas jeté, l'épingle à cheveux de Sewon. Elle la tenait encore. Le lendemain, Ak comprit enfin où il séjournait. C'était la maison d'Iksu. Plus tard, Yona est allé parler avec Iksu. Il lui a demandé si elle voulait entendre la volonté des dieux. Le grand-père de Ak lui avait dit de trouver cet homme pour savoir quel chemin elle devait prendre dans la vie. Mais après tout ce qui s'était passé, Yona ne se souciait plus du destin, elle voulait juste une vie tranquille avec Ak. Iksu, cependant, lui a dit qu'elle n'était pas faite pour la paix. Il a dit qu'elle était la tempête qui secourait le pays entier. Peu après, Yoon et Ak sont apparus, et Iksu a commencé à réciter une légende transmise depuis des générations. Il leur a parlé d'une prophétie. Quand les 4 dragons se réuniront à nouveau, le roi véritable s'élèvera. Ak ne croyait pas vraiment au mythe, mais l'histoire devait être racontée. Elle se déroulait ainsi. Il y a longtemps, un puissant dieu dragon a renoncé à sa forme divine pour devenir humain. En tant que roi dragon cramoisi, il a fondé le royaume de Kuka, mais les humains l'ont finalement trahi et lui ont tout pris. Avant qu'il ne soit complètement perdu, 4 esprits de dragons sont venus à ses côtés. Ils voulaient détruire toute l'humanité, mais le roi dragon cramoisi les a suppliés de pardonner au peuple. Alors, à la place, ils ont transmis leur pouvoir à 4 guerriers humains pour le protéger. L'un d'eux avait des griffes capables de déchirer n'importe quoi, un avait des yeux qui voyaient à travers tous les mensonges et illusions, un avait des jambes si fortes qu'il pouvait sauter dans le ciel, et un avait un corps aussi dur que l'acier. Ces 4 guerriers ont construit les fondations des tribus actuelles et ont protégé le roi dragon cramoisi jusqu'à sa mort. Après sa mort, ils ont disparu et n'ont jamais été revus. Iksu croyait que ces 4 lignées existaient encore quelque part, transmises à travers le temps. Il a averti Yona qu'elle ne pouvait pas compter uniquement sur Ak. Peu importe à quel point il était fort, il ne pouvait pas la protéger pour toujours. Elle aurait besoin de nouveaux alliés. Sa prochaine étape était de trouver les personnes qui possèdent le sang du dragon. Même si cela ressemblait à un vieux conte, Iksu disait que le fait que Yona ait survécu à tant de dangers prouvait que sa vie était liée à quelque chose de bien plus grand. Les dieux lui avaient montré le chemin. Maintenant, c'était à son tour de le parcourir. Ce soir-là, Yona était assise seule, réfléchissant. Elle tenait l'épingle à cheveux que Sewon lui avait donnée, essayant de se convaincre de la jeter. Mais peu importe à quel point elle essayait, elle ne pouvait pas laisser tomber. Plus tard, elle a rencontré Ak. Il lui a demandé si elle voulait vraiment poursuivre cette histoire de guerrier dragon.
Yona avait déjà pris sa décision, elle voulait les trouver, mais elle ne voulait plus être un fardeau. Elle a demandé à Ak de lui apprendre à se battre. Ak a accepté, mais seulement parce qu'elle était sérieuse. Iksu a ensuite fait une demande, il leur a demandé d'emmener Yoon avec eux dans leur voyage. Yoon a accepté de se joindre à eux et a même fait une toute nouvelle tenue pour Yona. Il a également coupé ses cheveux plus courts pour correspondre à sa nouvelle vie. Yona a remarqué à quel point il était talentueux. Yoon semblait tout savoir. Il a dit qu'il avait une mémoire vive et pouvait se souvenir de tout après l'avoir lu une fois. C'est ainsi qu'il a tant appris afin de pouvoir s'occuper d'Iksu. Mais Yoon avait clarifié une chose. Il ne faisait pas ça gratuitement. Il a dit à Yona d'envoyer la facture au grand-père de Ak. C'est alors que Yoon a réalisé quelque chose. Le grand-père de Ak n'était pas juste un vieil homme. Il était un héros légendaire, aussi célèbre que le père de Sewon. Mais pour Yona, c'était juste un gentil grand-père qui aimait les enfants. Yoon a avoué que son rêve était de collectionner des livres du monde entier, mais quand Yona est allée parler de nouveau avec Iksu, elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas emmener Yoon avec elle. Elle se sentait coupable de les séparer car ils étaient comme une famille. Yoon l'a entendu. Plus tard, il a confronté Iksu, lui demandant pourquoi il ne l'avait pas arrêté. Iksu a dit qu'il ne voulait plus retenir Yoon. Il voulait que Yoon sorte dans le monde, vive sa propre vie et grandisse. De plus, Iksu était sûr qu'il pouvait se débrouiller seul. Se sentant déchiré, Yoon regarda un vieux livre médical qu'Iksu avait ramené pour lui. Il pensa à le brûler, mais il ne le fit pas. À ce moment-là, Ak est apparu et a commencé à faire griller du poisson. Yoon lui a demandé pourquoi il risquait toujours sa vie pour Yona, mais ne se souciait jamais de lui-même. Ak a dit que c'était simplement parce qu'il protégeait la seule personne qui comptait vraiment pour lui. Plus tard, Yoon est allé à la cascade et s'est souvenu de son passé. Il avait grandi dans un village pauvre de la tribu du feu. Chaque jour, il devait voler juste pour survivre. Un jour, il a essayé de voler un voyageur, mais l'homme n'avait rien sur lui. Cet homme s'est avéré être Iksu. Même après avoir été attaqué, Iksu était aimable et gentil. Yoon s'est senti coupable et l'a laissé rester dans sa petite maison pour la nuit. Plus tard, Yoon a soigné les blessures d'Iksu, celles qu'il s'était infligées. Le lendemain matin, Iksu a offert une patate douce à Yoon pour le petit déjeuner. Yoon a vite découvert qu'Iksu avait échangé ses propres chaussures pour l'obtenir. Cet acte de gentillesse l'a stupéfait. Iksu lui a dit que tout le monde dans le monde n'était pas égoïste. Il a dit qu'il ne visitait pas souvent la capitale, mais qu'il aimait aider les gens. Yoon ne voulait rien de plus que d'aller à la capitale, étudier et recommencer. Iksu a promis de l'aider à poursuivre ce rêve. Il a également appris à Yoon comment fabriquer des sandales en paille, une compétence que Yoon a ensuite utilisée pour survivre. Finalement, Iksu est parti, mais Yoon ne l'a jamais oublié. Des années plus tard, ils se sont rencontrés à nouveau. Iksu avait cherché des livres pour Yoon, mais n'en avait trouvé aucun. Il est venu rendre visite une dernière fois avant de disparaître du monde, mais Yoon ne pouvait pas le laisser partir. Il a décidé de le suivre, de s'occuper de lui et de rester à ses côtés. À partir de ce jour, ils étaient toujours ensemble. Plus tard, Iksu a offert à Yoon une paire de sandales en paille qu'il avait faites lui-même. Elles avaient l'air terribles, mais c'était un geste gentil. En retour, Yoon a donné une meilleure paire à Iksu. Voir Iksu se tenir debout tout seul, même de façon chancelante, a fait réaliser à Yoon qu'Iksu irait bien. Alors finalement, Yoon a pris sa décision. Si Iksu allait bien seul, alors c'était d'accord pour lui de partir avec Yona. Peu de temps après, le groupe s'est préparé à voyager. Ak, voyant tous les bagages que Yoon portait, a levé un sourcil. Yoon fit un signe d'adieu à Iksu qui a promis de bien vivre. Yoon a promis de revenir et de rendre visite. Pendant qu'il marchait, Ak commençait lentement à accepter que Yoon faisait désormais partie de l'équipe. Pendant ce temps, Suwon avait commencé à nettoyer la corruption dans le palais. Il avait découvert quel noble était Cupid et avait demandé à Ki-suk de s'occuper d'eux. Parce que le père de Yona avait évité les conflits, des personnes peu scrupuleuses en avaient profité. Suwon avait l'intention de les éradiquer tous. Plus tard, il est tombé sur un livre parlant du roi dragon cramoisi. Il se souvenait des vieilles histoires, mais a décidé que ce royaume n'avait pas besoin d'un roi de fantaisie. Il avait besoin d'action et de résultats. De retour sur la route, Yona et son groupe se dirigeaient vers la frontière de l'Empire. Oku leur avait dit que les personnes portant le sang de dragon vivaient souvent loin des villes et étaient difficiles à trouver. Mais il y avait une tribu cachée qui protégeait leur lignée. Ce village de montagne serait leur premier arrêt. Ak devenait anxieux chaque fois qu'il croisait des inconnus, craignant que quelqu'un ne reconnaisse Yona. Mais les chances étaient faibles. Yona ne voulait pas non plus qu'il se stresse autant. Il n'était toujours pas complètement guéri, et elle voulait voir le monde extérieur de ses propres yeux. Ils se sont arrêtés dans un petit village pour se reposer et manger. Ak est allé acheter des provisions, et a dit à Yoon et Yona de s'enfuir si quelque chose arrivait. Ils ont convenu de se retrouver au grand arbre proximité. Ak a visité un magasin d'armes, et s'est acheté un arc. Il a vu une dague qui pourrait convenir à Yona, mais ne l'a pas achetée. Il croyait toujours qu'il pouvait la protéger seul. Pendant ce temps, Yona a découvert que Suwon était officiellement devenu roi. Elle était soulagée d'apprendre que le grand-père de Ak et la tribu du vent allait toujours bien. Le commerçant lui a demandé si elle voulait autre chose, mais elle était déjà partie. Yoon a dû payer et l'a poursuivi. Il l'a trouvé, l'air bouleversé. Puis, ils ont aperçu des soldats de la tribu du feu et se sont cachés rapidement. Ak les a trouvés et leur a dit qu'ils devaient partir vite. Sur la route, ils ont entendu des rumeurs. Les gens disaient que les taxes avaient baissé depuis que Suwon a pris le pouvoir, mais il y avait des troupes de la tribu du feu partout maintenant.
Yoon aimait voyager à travers les forêts. Cela signifiait moins de chances d'être espionné par les forces gouvernementales. Yona a demandé à Ak de lui apprendre à se battre. Il a dit non. Il a demandé si elle pouvait vraiment brandir une arme contre quelqu'un. Yona a dit personne. Elle ne voulait blesser personne, elle voulait seulement apprendre à fuir si les choses devenaient dangereuses. Alors Ak lui a tendu un arc, il lui a dit qu'elle pouvait le soutenir de l'arrière pendant les batailles. S'il n'était pas sur la route, il lui ferait tirer 200 flèches chaque jour pour s'entraîner. Il voulait aussi qu'elle réfléchisse profondément à pourquoi son père ne lui avait jamais permis de toucher aux armes. Yona a commencé à s'entraîner en essayant de viser des oiseaux et des lapins, mais pendant une heure entière, elle n'a pas réussi un seul tir. Ak lui a montré comment faire, mais quand elle a demandé comment il faisait, il ne pouvait pas vraiment expliquer. Certaines personnes sont juste naturellement douées pour ça. Yona pensait que Ak ne savait pas comment enseigner, mais en réalité, son plus gros problème était la force. Elle n'avait pas encore les muscles pour bien tirer la corde de l'arc. Une fois qu'elle serait devenue plus forte, elle apprendrait plus vite. Pourtant, elle continuait à s'exercer jour et nuit, essayant de faire voler ses flèches droits. Yoon remarqua que ses mains étaient devenues éraflées et à vif, mais elle n'abandonnait pas. Yoon connaissait un peu le tir à l'arc aussi, mais il ne l'avait jamais utilisé. Il croyait qu'on ne devrait pas prendre une arme à moins d'être vraiment prêt à enlever une vie. Se battre sans détermination était trop dangereux. La raison pour laquelle Ak était encore en vie était qu'il n'hésitait jamais et ne montrait jamais de pitié à ses ennemis. Le lendemain matin, le groupe a continué à marcher vers sa destination. En chemin, Yona s'est soudainement arrêtée. Elle avait repéré un sanglier à proximité et voulait le tirer. Elle avait compris quelque chose d'important. Quand tu tiens une arme, cela signifie que tu es prêt à prendre quelque chose, peut-être même une vie. Son père n'aurait jamais approuvé cet état d'esprit, mais elle savait maintenant que c'était nécessaire pour survivre. Yona visa et tira, mais la flèche manqua sa cible. Ak dit à Yoon d'avancer, puis se tourna vers Yona. Il a expliqué qu'elle n'avait toujours pas l'intention de tuer, elle pouvait toucher des cibles, bien sûr, mais pas des êtres vivants. Pour l'aider à comprendre, il lui a demandé de lui tirer dessus en imaginant qu'il était son ennemi. Ak était sûr qu'il esquiverait n'importe quel tir. Yona a essayé. Alors, dit Ak, prétend que je suis Suwon. Ce seul nom a tout changé. Yona a tiré une autre flèche. Elle a frôlé de peu le visage de Ak. Ak réalisa qu'elle avait du potentiel, mais qu'elle avait encore besoin de plus d'entraînement. Plus que cela, il ne voulait pas qu'elle porte le fardeau d'essayer de le protéger. C'était son travail. Ils ont continué à marcher et ont fini par remarquer quelque chose d'étrange. Le sac de Yoon avait été abandonné sur le sol. Soudain, des voix mystérieuses leur ont crié de partir. Ak a réagi rapidement, balançant son arme pour dissiper le brouillard et révéler les villageois cachés dans la brume. Les montagnards ont été stupéfaits en voyant les cheveux rouges vifs de Yona. Ils ont demandé qui elle était. Yona a répondu qu'elle suivait les conseils d'un prêtre et recherchait les 4 guerriers dragons. En entendant cela, les villageois ont révélé qu'il s'agissait du village du Dragon Blanc, ceux qui gardaient la lignée du guerrier du Dragon Blanc. Pendant ce temps, Yoon était piégé dans une cage, inquiet que Yona et Ak aient également été capturés. Heureusement, ils ne l'étaient pas. Une fois que Yona s'est présenté, Yoon a été libéré. Ak a expliqué que l'attitude de tout le monde avait changé une fois qu'ils ont vu les cheveux rouges de Yona. L'ancien du village s'est excusé de les avoir maltraités. Ak et Yoon ont remarqué que les villageois respectaient profondément la couleur de cheveux de Yona. Ils ont expliqué que les cheveux roux ressemblaient à ceux du premier dragon blanc qui avait juré de protéger. Pour eux, Yona pourrait être la personne que le dragon blanc attendait. Ak a demandé si tout le monde dans le village avait hérité du pouvoir du dragon, mais la réponse était non. Une seule personne dans tout le village avait hérité de la capacité du dragon blanc. Ce guerrier s'est présenté. Son bras droit était énorme et puissant, tandis que le reste de son corps était normal. Le doyen du village l'avait pris en charge toute sa vie, mais il ne comprenait pas l'utilité de sa force. Il n'avait aucune idée de quand la personne qu'il était censé servir apparaîtrait. Cela pourrait même ne pas se produire de son vivant. L'aîné lui avait même dit de se marier et de transmettre la lignée, mais il ne s'en était pas soucié. À ce moment-là, le dragon blanc a senti quelque chose d'étrange. Il a entendu que des étrangers étaient dans le village et a pensé que des ennemis étaient arrivés. Il se précipita, prêt à attaquer, mais s'arrêta net lorsqu'il vit Yona. Ses cheveux roux brillaient à la lumière. La voir a provoqué quelque chose de profond en lui. Un souvenir des paroles de son père est revenu. Si le descendant du roi dragon cramoisi apparaissait un jour, le dragon blanc le sentirait dans son sang. Il le saurait tout de suite, même sans être averti. Et à ce moment-là, le dragon blanc l'a ressenti. Il n'avait aucun doute que cette fille était l'élue. Il s'inclina devant Yona et l'accepta comme sa maîtresse. Tout le village a suivi, s'agenouillant devant elle. Yoon a réalisé que c'était les cheveux rouges de Yona qui causaient cela. Cela leur rappelait le roi dragon cramoisi. Mais Yona ne se considérait toujours pas comme une leader. À ses yeux, elle n'était qu'une personne brisée, dépendant des autres pour s'en sortir. Pourtant, le dragon blanc, dont le sang l'a confirmé, Todd a fait son choix. Il a dit au vieil homme qu'il partirait immédiatement pour suivre Yona, mais le vieil homme a insisté pour organiser d'abord un banquet d'adieu. Au banquet, Yoon a été surpris de la rapidité avec laquelle le dragon blanc avait accepté de se joindre à eux. Entre-temps, Ak a rendu visite au dragon blanc en privé, espérant demander des provisions. Mais au lieu de nourriture ou d'équipement, le dragon blanc a remis à Ak une bourse d'argent et lui a dit que son travail était terminé. Il pouvait rentrer chez lui maintenant. Ak n'était pas d'accord. Il a répliqué qu'un garçon riche et protégé comme le dragon blanc ne pourrait jamais protéger Yona. La tension était palpable entre eux.
Quand ils ont retrouvé Yona, les deux se disputaient encore. Ak a traité le dragon blanc d'inutile. Yoon a demandé ce qui s'était passé et a découvert l'histoire de l'argent. Ak n'avait pas accepté de partir, mais il portait toujours la pochette. Le dragon blanc a dit que Ak n'était pas l'un des guerriers dragons, donc il n'était pas nécessaire, mais Yona a immédiatement rejeté cette idée. Elle a dit que Ak était aussi important pour elle que n'importe qui d'autre. Le dragon blanc a encore mal compris. Il pensait que Yona voulait dire que Ak était si faible qu'ils avaient besoin d'une aide supplémentaire pour le protéger. Ak leva les yeux au ciel et l'insulta en retour, le traitant de lézard blanc. Ce soir-là, la fête d'adieu eut lieu. L'ancien, qui s'était occupé des dragons blancs pendant des générations, a finalement assisté au départ d'un d'eux vers son destin. Le lendemain matin, le dragon blanc est parti avec le groupe de Yona. Les villageois regardaient avec admiration. L'aînée a remis des provisions et a dit au revoir, bien qu'elle soit triste de ne plus réveiller le dragon blanc chaque matin. Même si elle vieillissait, elle s'est promis de vivre assez longtemps pour le voir revenir. Alors que le groupe poursuivait son voyage, il n'avait toujours aucune idée de l'endroit où se trouvaient les 3 autres guerriers dragons. Mais le dragon blanc, maintenant officiellement membre de leur groupe, a dit qu'il pouvait les sentir. Même s'il n'avait jamais rencontré les autres, il y avait un lien par le sang de dragon. Yona a alors demandé quel était son vrai nom. Le dragon blanc a été surpris de ne pas avoir utilisé son nom de naissance depuis des années. C'était Kija. À partir de ce moment-là, Ak n'a cessé de taquiner Kija, et les deux n'arrêtaient pas de se chamailler. Yona a dû intervenir pour interrompre leur dispute. Elle a dit à Ak de se comporter et a demandé à Kije de ne pas prendre les paroles de Ak au sérieux. Yoon a demandé à Kija de se concentrer et de pointer dans la direction du prochain dragon. Kija s'est concentré et a pointé, sûr de lui. Fièrement, il a dit qu'il montrerait le chemin et est tombé immédiatement dans un trou plein de 1000 pattes géants. Il est devenu évident que Kija n'était pas habitué au monde réel. Yoon lui a dit de rester derrière le groupe dorénavant. Une fois que Ak et Kija se sont sortis du trou, ils ont tous les deux senti quelque chose à proximité. Yoon et Yona sont restés cachés, tandis que Ak a supposé que cela pourrait être des soldats de la tribu de feu. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était qu'un groupe de bandits. Ni Ak ni Kija ne se sont retenus. Les bandits pensaient avoir l'avantage en raison de leur nombre, mais ils avaient tort. Kija a utilisé la puissance de son bras de dragon et a brisé les attaquants. Ak a également sauté dans le combat, ne voulant pas être éclipsé. Kija a activé sa force de dragon, surprenant même Ak. Ne voulant pas être en reste, Ak a montré ses compétences aussi. Ils ont échangé des pics sarcastiques même pendant la bataille. Yona voulait aider et Yoon lui a donné quelques conseils rapides sur la façon de tirer. Elle a suivi ses instructions et a tiré une flèche qui a touché un bandit qui s'approchait furtivement de Ak. Elle a été choquée d'avoir réussi le tir et a trouvé les instructions de Yoon utiles. Mais lorsque Yoon a essayé de tirer sur un bandit lui-même, il a complètement raté. Clairement, il connaissait la théorie, pas l'action. Ils ont vaincu les attaquants, mais le combat avait pris un lourd tribut. Kija avait drainé trop d'énergie de son bras de dragon. Ak avait rouvert sa vieille blessure et s'était évanoui. Kija n'arrivait pas à croire que Ak avait combattu si fort malgré sa blessure. Grâce à la force de son bras de dragon, il a porté Ak lui-même. Ce bras lui donnait la force de 10 hommes, bien que seul ce bras soit puissant. Ses autres membres étaient juste moyens. Kija a commencé à comprendre quelque chose à propos de Yona aussi. Elle s'était tenue droite face au danger, elle n'a pas crié ni caché, juste combattu et protégé Ak. Elle a dit qu'elle avait déjà affronté une nuit plus effrayante que celle-ci et qu'elle n'avait plus rien à craindre. Kija a réalisé qu'il voulait vraiment la suivre. Cette nuit-là, Kija a été surpris que le groupe ne mange que des plantes sauvages. Yona ne s'est pas plainte car la cuisine de Yoon était toujours meilleure que celle de Ak. Ak s'est réveillé et Yona a offert de le nourrir, mais Kija s'est porté volontaire en premier. Après le dîner, Yoon a demandé le prochain guerrier dragon, le dragon bleu. Kija a expliqué que la tribu du dragon bleu avait autrefois vécu parmi la tribu de la terre. Un jour, ils ont soudainement disparu. Même si personne ne les avait vus depuis des années, Kija pouvait encore sentir la présence du dragon bleu. Yoon a trouvé l'emplacement général et ils ont prévu de visiter les villages voisins le lendemain. Kija, qui avait vécu une vie de confort, était horrifié lorsqu'il a appris qu'il dormirait de nouveau dans la forêt. Le lendemain matin, Kija avait l'air complètement épuisé. Il n'avait pas dormi du tout et avait du mal à se maintenir. Yoon, essayant de garder le groupe concentré, a rappelé à tout le monde qu'ils devaient rester vigilants. Ils se rapprochèrent de la zone de la tribu du feu, donc éviter la tension était important, mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Après tout, ils avaient une fille aux cheveux rouges flamboyants, un gars avec un bras de dragon magique et un ancien commandant de l'armée voyageant ensemble. Alors Yoon a proposé une nouvelle stratégie. Quand ils atteignirent le prochain groupe de village, Kija utiliserait son sens du dragon pour vérifier si le dragon bleu était à proximité. S'il ne ressentait rien, il passerait tout de suite à autre chose sans perdre de temps. Grâce à l'excellente mémoire de Ak pour le terrain, il a aidé à éliminer un tas de zones qui étaient d'anciens camps militaires, des endroits où un guerrier dragon ne se cacherait certainement pas. Même avec ce raccourci, ils ont passé toute la journée à chercher et n'ont toujours rien trouvé. Kija pointait toujours dans la même direction, ce qui a fait se demander à tout le monde si le dragon bleu avait déjà franchi la frontière. Ce soir-là, pendant ce temps, Kija se sentait complètement inutile. Il pensait les avoir entraînés dans un voyage sans but et avoir échoué à aider la princesse.
Il espérait que le dragon bleu pourrait d'une manière ou d'une autre sentir sa présence et venir les trouver à la place. Mais ensuite, Kija a entendu quelque chose dehors. C'était Yona, toujours éveillé et s'entraînant avec son arc, même après une longue journée. Ak a remarqué que Kija regardait et a expliqué que même s'ils étaient là pour la protéger, elle voulait toujours devenir plus forte pour ne pas avoir à toujours compter sur eux. Le matin suivant, Yona a gentiment demandé à Kija s'il avait pu dormir. Elle savait que ce genre de voyage en plein air n'était pas quelque chose auquel il était habitué. Lentement, Kija a commencé à réaliser qu'il admirait vraiment Yona, qu'elle avait commencé à le voir comme quelqu'un qui comptait vraiment pour elle. Peu de temps après, Yoon a découvert quelque chose d'important. Il y avait une zone blanche sur la carte, une région juste à la frontière que personne n'avait remarqué. Cela ressemblait à une cachette intelligente, un endroit choisi exprès pour rester hors de vue. Quand ils sont arrivés, le groupe a trouvé une montagne, un village niché juste à la frontière de l'Empire. Les villageois sont sortis pour les inspecter, leurs visages difficiles à lire. Kijae a rapidement confirmé que c'était l'endroit, le dragon bleu était définitivement ici, mais les gens du village n'étaient pas des descendants de dragons. Ils étaient juste une petite tribu pauvre qui n'avait pas beaucoup de contact avec le monde extérieur. Yona ne voulait pas les pousser ou poser trop de questions, elle a simplement demandé qu'ils les laissent rester pour une nuit afin que Ak puisse se reposer et guérir. Le chef du village a accepté, mais a averti que l'endroit était comme un labyrinthe. S'il se promenait sans aide, il pourrait facilement se perdre. Lorsque Yona a demandé à propos des masques que tout le monde portait, le chef a expliqué que c'était une tradition. Quiconque n'était pas marié devait en porter un. Le groupe a été conduit à un endroit tranquille pour rester, mais Yoon a décidé de s'éclipser et d'explorer. Il voulait trouver le dragon bleu lui-même. En marchant, Yoon a soudainement eu l'impression que quelqu'un l'observait. Il a paniqué et a dit à tout le monde qu'il devait partir avant de se faire attraper. Mais avant qu'il ne puisse battre en retraite, Yona a remarqué quelque chose de bizarre, un tunnel secret caché dans l'ombre. Curieuse, elle le suivit seule sans le dire aux autres. Alors qu'elle s'enfonçait plus loin, elle vit un écureuil passer en courant et le poursuivit sans réfléchir. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle était complètement perdue. Les lumières à l'intérieur du tunnel s'éteignirent et tout devint complètement noir. Un homme apparut devant elle et lui proposa de la guider vers la sortie. Mais plus il s'enfonçait, plus Yona se sentait mal à l'aise. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas, alors elle a essayé de courir. Juste à ce moment-là, une autre personne masquée est soudainement apparue et l'a sauvée du premier homme. Elle a reconnu l'écureuil assis calmement sur son épaule. Il appartenait à cette nouvelle personne. Pendant ce temps, Ak et les autres cherchaient frénétiquement Yona. Lorsqu'elle a été ramenée, Kijae a immédiatement reconnu l'homme masqué qu'il avait sauvé comme étant le dragon bleu. Sans un mot, l'homme s'est retourné et s'est enfui. Il y a des années, quand le dragon bleu était né, les villageois lui ont immédiatement mis un masque sur le visage. C'était parce que son pouvoir venait de ses yeux. Quiconque les regardait pouvait être paralysé. Mais au lieu de le respecter, les villageois le traitaient comme une malédiction. Il a grandi dans une isolation complète. Même le précédent dragon bleu qu'il a élevé n'a jamais vu son pouvoir comme un cadeau. Il croyait que c'était un fardeau dangereux et a averti le plus jeune de ne jamais l'utiliser. Il l'a entraîné au combat à l'épée pour qu'il puisse compter sur ses compétences plutôt que sur la magie. Ils vivaient tous les deux en paria. Le village les évitait et même lorsqu'ils défendaient l'endroit contre des étrangers, personne ne les remerciait. Le dragon, alors que les pouvoirs du plus jeune devenaient plus forts. Finalement, l'aîné est devenu complètement aveugle. Mais d'une manière étrange, il se sentait soulagé. Cela signifiait qu'il pouvait enfin mourir sans voir plus et vivre comme une personne normale avant la fin. Pour aider son mentor, le jeune dragon bleu avait attaché de petites cloches à son masque. Ainsi, le vieil homme pouvait le trouver grâce au son. Mais peu de temps après, l'ancien est décédé. Puis, un jour, un grand groupe ennemi a attaqué. Le dragon bleu actuel, se souvenant des avertissements de son maître, a quand même choisi de protéger le village. Il a utilisé ses pouvoirs pour chasser les envahisseurs. Malgré tout, Yona a vu la vérité. Ce n'était pas un monstre. C'était une âme gentille et douce qui avait passé toute sa vie à être traitée comme un danger. En même temps, le dragon bleu lui-même était secoué. Lorsqu'il a sauvé Yona, quelque chose en lui s'est agité violemment. Tout comme ce qui est arrivé à Kijae, le sang de dragon dans son corps a réagi au moment où il s'est approché d'elle. Il ne savait pas pourquoi ni ce que cela signifiait, mais il savait instinctivement que Kijae était le dragon blanc. Et pour une raison quelconque, il ne pouvait pas nier l'attraction vers Yona. Pourtant, il se cachait, il ne voulait pas que ses pouvoirs blessent à nouveau quelqu'un. De retour avec les autres, Kijae était furieux. Il ne pouvait pas croire que les villageois avaient emmené Yona. Mais Yoon soupçonnait que ce village n'était pas comme la ville natale de Kijae. Peut-être que les gens ici les voyaient comme des étrangers ou même des menaces. Quand même. Yona ne voulait pas abandonner, elle voulait parler de nouveau au dragon bleu, elle prévoyait de retourner dans le tunnel. Kijae et Yoon ont insisté pour l'accompagner. Ak voulait que Yona reste en arrière pour sa sécurité, mais elle a insisté. Elle lui a dit de rester en disant que les villageois avaient besoin de quelqu'un de fort pour veiller sur eux au cas où quelque chose tournerait mal. Ak a cédé mais lui a fait promettre de revenir saine et sauve.
Si elle ne le faisait pas, il jurait qu'il ne la quitterait jamais et resterait si proche d'elle qu'elle finirait par être agacée. Il a également demandé à Kijai de la protéger et de rester vigilant dans le village. Les villageois les surveillaient encore, alors Ak est resté derrière pour s'assurer que personne ne tentait rien de suspect. Alors que Yona, Kijai et Yoon se dirigeaient vers le tunnel, Kijai a soudainement senti que quelqu'un les suivait. Il s'est arrêté et a dit à Yoon et Yona de continuer pendant qu'ils s'en occupaient. Il a confronté les villageois et a demandé quelles étaient leurs intentions. Ils lui ont dit que personne qui entrait dans le tunnel ne pouvait être autorisé à sortir. Kijai a dégainé son arme et a prévenu que s'il touchait Yona, il ne se retiendrait pas. Pendant ce temps, Yona et Yoon avaient déjà atteint l'endroit où le dragon bleu se cachait. Il les a repérés. Quand Yona lui a demandé son nom, il a dit qu'il n'en avait pas. Puis il a levé son épée, les avertissant de rester en arrière. Mais son petit écureuil a couru vers Yona et s'est accroché à elle avec bonheur, même s'il n'avait aucune idée de qui elle était vraiment. Le dragon bleu a soudainement voulu mieux la connaître. Yona a gentiment demandé de lui prêter sa force, mais il a répondu que quiconque voulait son pouvoir était son ennemi. Elle a expliqué qu'elle ne voulait pas l'utiliser, elle voulait juste être son amie. Pourtant, le dragon bleu a refusé. Il pensait que son pouvoir était trop dangereux et ne devrait jamais être révélé au monde. Alors il a repoussé Yona. Yona n'a rien forcé. Elle et Yoon sont partis tranquillement. Mais même en s'éloignant, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir le cœur brisé pour lui. Elle pouvait dire qu'il avait toujours rêvé d'un ami, mais qu'il avait passé toute sa vie à faire semblant de ne pas en avoir besoin. Même si elle respectait son choix, ça faisait toujours mal de partir. Après un moment, Yona est tombée sur Kijai qui se tenait devant un groupe de villageois en colère. Ils essayaient de l'atteindre car elle avait découvert ce qu'on appelait la malédiction du dragon bleu. Quand elle a demandé pourquoi il considérait le dragon bleu comme un fardeau au lieu d'une bénédiction, il n'avait pas de réponse. Kijai n'avait pas le choix. Il se préparait à se battre. Soudain, toute la grotte commença à trembler. Les murs et le plafond ont commencé à s'effondrer. Kijai a sauté pour protéger Yona. De retour à l'entrée, Ak a réalisé que quelque chose n'allait pas. Il s'est précipité vers le tunnel, mais de gros rochers bloquaient le passage. Peu importe ses efforts, il ne pouvait pas percer. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était creuser, prier et regretter d'avoir laissé la princesse venir dans ce voyage risqué. À l'intérieur, Yona s'est réveillé et a remarqué que certains villageois étaient encore coincés là avec eux. Yona a paniqué, ils étaient tous piégés sous terre. Et l'air allait bientôt manquer. Kija a utilisé ses griffes de dragon pour essayer de creuser un chemin d'évasion, mais quand les villageois ont vu un autre dragon, ils ont reculé de peur. Yona a demandé à nouveau pourquoi perçoivent-ils les pouvoirs des dragons comme quelque chose à craindre. Les villageois ont finalement expliqué, dans ce village, il y avait toujours un enfant né avec la marque du dragon bleu. Même si l'élu mourait, un autre enfant naîtrait avec le même pouvoir. La pensée terrifiait les villageois. Ils vivaient dans la peur constante que leur propre enfant soit le prochain. Ils n'étaient pas intéressés par l'utilisation du pouvoir, ils voulaient l'enfermer. Il y a des années, même en tant que petit enfant, le dragon bleu actuel avait montré à quel point son pouvoir était dangereux. Il l'avait utilisé pour éliminer les soldats ennemis, c'est pourquoi les villageois l'ont enfermé pour empêcher ce pouvoir de se répandre dans le monde. Le dragon bleu s'est soudain avancé. Tout le monde pensait qu'il les punirait, mais il ne l'a pas fait. Son masque a été renversé, révélant un visage étonnamment doux. Même si son regard n'était pas dangereux, les villageois paniquaient toujours, terrifiés que le simple fait de croiser son regard ne les fige comme de la pierre. Il a tranquillement remis son masque, puis il a ramassé une hache, non pas pour attaquer, mais pour aider à creuser à travers les rochers. Il a dit à Kija que la section sur laquelle il travaillait mènerait plus rapidement à l'extérieur. Kija a aidé, Yona s'est jointe et Yoon s'est tourné vers les villageois. Si vous voulez survivre, aidez-nous à creuser. De l'autre côté, Ak creusait toujours à travers les décombres quand quelques villageois sont arrivés. Ils essayaient aussi de sauver quelqu'un. Ak leur a dit qu'une fois sorti, il lui devait une explication. Yona commençait à se fatiguer. Le dragon bleu, après une suggestion de Kija, l'a doucement porté pour lui permettre de se reposer. Pendant qu'il marchait, Yona a réalisé à quel point il était vraiment gentil. Elle s'est ouverte à lui et lui a parlé de son passé, de comment elle avait vécu toute sa vie à l'intérieur d'un palais, à l'abri de la réalité. Mais maintenant, après avoir traversé tant de choses, elle était devenue quelqu'un de nouveau. Ses expériences étaient la preuve qu'elle avait grandi. Se sentant inspirée, elle s'est levée et a repris ses fouilles. À côté d'elle, le dragon bleu pensa tranquillement. Peut-être que s'il restait à ses côtés, il pourrait enfin être libre. Finalement, Ak a percé le mur de pierre de l'extérieur. Dès qu'il vit Yona, il courut vers elle et la serra dans ses bras, souhaitant silencieusement qu'elle ne fasse plus jamais face à un danger comme celui-ci. Une fois sorti, Yona demanda à nouveau au dragon bleu « Viendras-tu avec moi ?» Cette fois-ci, il a dit oui. Il comprenait maintenant, aller avec elle ne signifiait pas devenir une arme. Cela signifiait trouver la liberté et le but qu'il avait longtemps désiré. Alors qu'il s'éloignait du village, la cloche attachée à son masque est tombée. Il ne l'a pas ramassée. C'était comme se libérer de tout ce qu'il avait enchaîné. Même s'il avait rejoint le groupe, le dragon bleu restait silencieux et distant. Kija était également complètement épuisé d'avoir utilisé ses pouvoirs sans arrêt.
Pire encore, il a dit qu'il ne pouvait plus sentir où se trouvaient les autres guerriers dragons. Yoon a demandé au dragon bleu s'il pouvait les suivre de la même manière que Kija, mais il ne pouvait pas. Kija a pensé que le dragon bleu avait juste besoin de pratique et a proposé de lui apprendre. Mais au lieu de dire quoi que ce soit, le dragon bleu s'est soudainement enfui. En fin de compte, il s'était rendu à la rivière voisine pour pêcher pour Kija. Il voulait l'aider à se rétablir. Mais quand il est revenu trempé du ruisseau froid, le groupe a allumé un feu pour l'aider à se réchauffer pendant que Yoon grillait le poisson. Après le dîner, le dragon bleu a surpris tout le monde. Il a ouvert la bouche et a doucement remercié Yona. Encore plus surprenant, il l'a appelée par son prénom. Personne ne l'avait jamais fait. Tout le monde l'appelait encore princesse. Alors le groupe a convenu qu'il était temps de donner un vrai nom au dragon bleu aussi. Cette nuit-là, Yona a demandé des idées à Yoon, mais il lui a dit que cela devait être sa décision. Elle était celle qui l'avait libérée de cette vie solitaire. Elle n'avait pas peur de lui, même quand il lui pointait une lame, cela signifiait qu'elle avait gagné le droit de le nommer. Yoon a aussi avoué quelque chose. Il détestait autrefois les nobles comme Yona, il pensait qu'ils étaient égoïstes, gâtés et inutiles, mais elle avait complètement changé son point de vue. Pour la première fois, il a dit qu'il voulait arrêter de l'appeler princesse et commencer à utiliser son nom. Plus tard, Yona est allée chercher de l'eau au ruisseau et a trouvé Ak qui l'attendait. Elle lui a demandé de ne pas l'appeler par son nom, elle voulait qu'il soit la seule personne à se souvenir d'elle comme la princesse, la fille du roi. Ak a accepté. Il lui a également dit ce qui lui était passé par la tête pendant qu'il creusait pour la sauver. Il n'avait jamais ressenti un tel désespoir de sa vie. Yona a ensuite demandé à Ak de l'aider à nommer le dragon bleu. Ak a dit que le nom devrait refléter la nuit, la tranquillité, le calme et le mystère. Alors qu'il regardait le clair de lune briller sur le visage du dragon bleu, Yona choisit le nom Shin. Le dragon bleu sourit doucement. Il l'aimait bien. Plus tard dans la nuit, Shin murmura à son prédécesseur décédé « Après toutes ces années, j'ai enfin reçu un nom. Je le chérirai pour toujours. » Le lendemain matin, Yona demanda à Kija comment il allait. Il avait récupéré un peu et dit qu'il pouvait maintenant sentir où le dragon vert pourrait être. Ainsi, le groupe est parti dans cette direction. Ce prochain emplacement était beaucoup plus proche de la capitale. La vision améliorée de Shin s'est avérée être d'une grande aide. De loin, il pouvait scruter la route et les aider à éviter toute menace ou soldat. Kaja semblait aussi plus heureux. Il s'était fait un nouvel ami en Shin. En chemin, ils ont traversé un village délabré. L'endroit avait été durement touché par la famine, la nourriture et l'eau potable étaient presque épuisées. La plupart des hommes avaient été contraints de rejoindre l'armée, laissant derrière eux les personnes âgées, les malades et les faibles pour souffrir. La maladie se propageait rapidement. Beaucoup ne pouvaient pas partir et la plupart mouraient lentement de faim. La nation leur avait tourné le dos. Pour Yona, la situation semblait douloureusement familière. Cela rappelait à Yoon l'endroit où il avait grandi, abandonné et ignoré, tandis que la tribu du feu se concentrait uniquement sur le développement de la puissance militaire. Ils ont aidé un vieil homme le long de la route qui murmurait amèrement que le dernier roi avait été terrible. Il a dit que le royaume s'était effondré sous son règne, et c'est pourquoi les tribus étaient dispersées et les gens souffraient. Il espérait juste que le nouveau roi serait meilleur. Alors que le groupe continuait, Yona leur a dit qu'elle allait aux toilettes, mais en réalité, elle voulait juste être seule. Yoon a admis que même lui n'avait jamais admiré l'ancien roi. Le monde se souviendrait probablement toujours de lui comme quelqu'un de stupide. Un dirigeant qui rêvait de paix dans un monde qui ne respectait que la force. Pourtant, Ak a dit qu'il respectait le roi plus que quiconque. Même si le monde l'avait oublié, Ak ne l'avait pas fait. Maintenant, tout ce qui restait à Yona était la fierté d'être sa fille. Cette pensée la fit pleurer doucement à proximité. Le petit écureuil de Shin est venu et l'a doucement câliné, essayant de la réconforter. Cette nuit-là, Yona s'est levée à nouveau pour pratiquer le tir à l'arc. Elle était déterminée à devenir plus forte, assez forte pour protéger les gens qu'elle aimait. Pendant ce temps, loin de là, Suwon est arrivé sur le territoire de la tribu de la Terre. Le chef de la tribu se sentait découragé. Ses terres s'asséchaient, les marchands avaient cessé de venir, et sa force avait diminué au fil des ans. Il en voulait au règne pacifique du roi précédent, qui avait mis fin aux guerres qui maintenaient autrefois leur armée forte. Lorsque Suwon s'est présenté, le chef l'a accueilli avec prudence. Il se souvenait du père de Suwon, un homme qu'il respectait profondément. Il ne savait toujours pas si Suwon avait hérité de sa grandeur. Suwon a amené le chef de la tribu du ciel avec lui. Ces deux dirigeants étaient totalement opposés et se sont affrontés instantanément dès qu'ils se sont rencontrés. Le chef de la tribu de la terre remarqua à quel point Suwon avait toujours l'air doux, comme quelqu'un qui n'avait jamais combattu une vraie bataille. Contrairement à son père, Suwon ne ressemblait pas à un guerrier. Essayant de juger sa force, le chef a décidé de lui faire visiter. Pendant celle-ci, on lui a dit que la mine du village s'était encore effondrée. L'assistant du chef a discrètement demandé à Suwon pourquoi il était vraiment venu. Il devait sûrement avoir un motif, mais Suwon a seulement souri et a dit qu'il était là pour faire du tourisme. Le chef de la tribu de la terre n'y a pas cru. Il a rappelé à Suwon sa promesse antérieure de reconstruire le royaume. D'après ce qu'il a vu, Suwon ne semblait pas prêt à assumer ce genre de fardeau. S'il pensait jamais que Suwon menait le pays à la ruine, il serait le premier à se rebeller. Suwon ne s'est pas mis en colère, il a accepté l'avertissement. Plus tard, il a remarqué un étrange sanctuaire en pierre dans le village et s'est renseigné à ce sujet.
Le chef a dit que ce n'était qu'une croyance, rien de sérieux. Il s'est excusé et a dit à Suwon de demander à son serviteur s'il avait besoin de quelque chose. Le serviteur a expliqué que le chef n'essayait pas d'être irrespectueux, il avait juste perdu son sens de l'objectif. La paix l'avait rendu agité et il ne se sentait plus utile. Il avait passé des années à se préparer pour la bataille, seulement pour que la guerre se termine. Suwon compris, peu de temps après, un des serviteurs de la tribu de la Terre est arrivé en courant, annonçant avec excitation au chef qu'une bagarre allait éclater. Le chef s'est précipité pour voir Suwon, pensant que la guerre était finalement arrivée, mais il s'est avéré que c'était un malentendu. Suwon prévoyait simplement une bataille simulée, dans le cadre d'un festival qu'il voulait organiser. Il a invité les habitants à se joindre pour s'amuser. L'idée n'a pas plu ni aux dirigeants de la tribu de la Terre, ni à ceux de la tribu du Ciel. Ils pensaient que Suwon ignorait les problèmes sérieux du pays juste pour jouer, et craignaient qu'il ne finisse par être encore pire que le dernier roi. Pourtant, le festival a eu lieu. Le chef de la tribu de la Terre était ennuyé par la tenue que Suwon lui avait donnée. Elle était rigide et maladroite, mais comme sa femme l'avait choisie, il n'avait pas d'autre choix que de la porter. Il a également découvert que sa femme s'était rapprochée de Suwon après que Suwon ait complimenté le thé qu'elle avait préparé. Alors que la foule se rassemblait, le chef a commencé à se demander si cet événement avait un but plus profond. Suwon a expliqué les règles de la bataille simulée. C'était un jeu de stratégie, chaque combattant portait un bol sur la tête. Casser le bol d'un adversaire rapportait des points selon leur classe. Roi, noble ou roturier. Chaque classe avait des limites. Le roi pouvait frapper les nobles, mais pas les roturiers. Les nobles pouvaient attaquer les roturiers, mais pas les rois. Et les roturiers pouvaient viser le roi, mais pas les nobles. Si le bol de quelqu'un était cassé, il était éliminé, mais si un coéquipier lui donnait un remplaçant, il pouvait retourner dans le jeu. Le côté qui perdait tous ses bols en premier perdrait. Le chef de la tribu de la Terre n'était pas sûr que Suwon puisse même se battre. Certes, il était ami avec le célèbre Hak, mais Suwon ressemblait à un petit écureuil faible. Le chef de la tribu du Ciel a souligné que le chef de la Terre sous-estimait toujours les personnes qui n'avaient pas l'air robustes. Lorsque la bataille a commencé comme GMC, Suwon s'est avancé avec audace pour affronter le chef de la Terre, puis il s'est retourné et s'est enfui, laissant ses soldats passer en premier. Ironiquement, ces soldats étaient des hommes de la tribu de la Terre qui avaient été contraints de changer de camp juste pour intégrer l'équipe de Suwon. Au début, ils ont envisagé de perdre le match exprès, mais cela aurait été une insulte à l'orgueil de leur chef, alors ils ont décidé de le prendre au sérieux et de tout donner. Comme le chef ne pouvait pas attaquer des civils, il devait attendre qu'un de ses nobles intervienne. Quand ils l'ont fait, un autre noble de l'équipe de Suwon les a abattus. Une fois qu'il eut la permission de combattre les nobles, le chef se déplaça rapidement, renversant ses adversaires l'un après l'autre. Pendant ce temps, Suwon était poursuivi par un groupe de roturiers de l'autre équipe. Le chef de la Terre finit bientôt par affronter le chef de la tribu du Ciel. Comme le chef du Ciel était un noble, le chef de la Terre avait l'avantage, bien que le chef du Ciel puisse encore se défendre tant que son bol ne se cassait pas. Ensuite, Suwon a réussi à esquiver le groupe qui le poursuivait. Ils ont fini par casser accidentellement les bols les uns des autres, il s'est précipité pour sauver ses coéquipiers tombés, ce qui a donné un avantage numérique à son équipe, mais a également facilité la tâche de l'ennemi de marquer plus de points en cassant à nouveau leur bol. Le chef de la Terre se précipita vers Suwon, mais à ce moment-là, une épée en bois vola vers lui. Suwon la dévia rapidement, et le chef réalisa quelque chose. Suwon n'était pas du tout faible, il cachait simplement son talent derrière la chance. L'opinion du chef sur Suwon commença à changer. Il a appris que le vent et la fumée qui avaient dispersé sa formation n'étaient pas aléatoires. C'était une partie du plan de Suwon. Les soldats de sa propre tribu qui avaient rejoint Suwon l'ont confirmé. Suwon avait prédit le temps et l'avait utilisé pour briser leur formation. Le chef comprenait maintenant. Suwon avait soigneusement choisi les soldats les plus loyaux et contrôlables pour son équipe, puis les avait menés dans une bataille qu'il avait l'intention de perdre, tout en montrant son véritable pouvoir. Finalement, les soldats de la tribu de la Terre furent vaincus et le chef se tenait seul. En regardant Suwon maintenant, il ne voyait plus un écureuil. Il a vu un faucon prêt à attaquer. Suwon a offert au chef une chance de continuer à se battre en ressuscitant ses coéquipiers, mais le chef a refusé. Il a dit que sur un vrai champ de bataille, il n'y avait pas de seconde chance. Même s'il était en infériorité numérique 1000 contre 1, il continuerait à se battre. Lui et Suwon se sont affrontés. Pendant le duel, Suwon a trébuché, donnant au chef juste assez de temps pour casser le bol sur sa tête et remporter une victoire étroite. Quelques jours plus tard, le chef de la tribu de la Terre n'avait toujours pas compris pourquoi Suwon était venu jusqu'à ce que sa femme lui dise quelque chose de choquant. Le thé qu'elle avait préparé était maintenant vendu à l'étranger. Les marchands l'avaient apporté de l'étranger et maintenant la demande était trop forte pour y faire face. Suwon lui a dit de limiter son approvisionnement pour en faire une spécialité rare et précieuse de la région. Ensuite, un ancien travaillant à la mine est arrivé avec plus de nouvelles. La mine avait besoin de plus de travailleurs. Les pierres sans valeur qu'ils avaient l'habitude de jeter avaient été transformées en bijoux, mais au moment où il a compris, Suwon était déjà parti. Le réel objectif de Suwon était simplement qu'il voulait la force de la tribu de la Terre de son côté. Si une guerre éclatait, leur moral fort et leurs soldats seraient essentiels. Maintenant, le chef ne doutait plus de Suwon. En fait, il croyait que Suwon avait encore plus de potentiel que son père légendaire. Pendant ce temps, le groupe de Yona était arrivé dans une ville portuaire. Yoon croyait que le dragon vert était quelque part à proximité. Hak était déjà venu ici, et Kijé se sentait épuisé. Pour éviter les ennuis, Hak s'est porté volontaire pour explorer la ville seule. Yona a proposé de l'accompagner, mais Hak l'a arrêté. Elle ne se
reposait pas correctement ces derniers temps et avait besoin de sommeil. Il a donné ses armes à Yoon et est entré discrètement dans la ville. La ville avait changé. Elle semblait morte et vide. Des soldats brutaux intimidaient les habitants. Alors que Ak se préparait à intervenir, un jeune homme aux cheveux verts le rejoignit. Ensemble, ils ont aidé une fille à échapper aux voyous, puis ont combattu les soldats, finissant par les semer dans les ruelles. Soudain, le gaz aux cheveux verts a remis la fille à Ak et a disparu. Il avait des affaires urgentes, il est retourné à un navire amarré où une capitaine attendait. Elle pouvait déjà dire qu'il s'était encore attiré des ennuis, mais il avait aussi senti la présence des dragons blancs et bleus à proximité. Cette nuit-là, Ak est retourné au groupe et ils ont prévu d'aller faire du shopping en ville le lendemain, mais Shina et Kijae avaient déjà repéré l'emplacement du dragon vert. Cela venait d'un navire dans le port. Le lendemain matin, Shina et Kijae ont conduit le groupe vers le navire, mais la présence du dragon vert a soudainement disparu. C'est parce qu'il avait déjà rejoint Ak plus tôt dans la ville, le dragon vert a expliqué qu'il était suivi et avait besoin de l'aide de Ak. Ils sont allés dans une taverne pour discuter. Ak a demandé pourquoi la ville semblait si vide. Le dragon vert a expliqué qu'un puissant seigneur avait pris le contrôle et ruiné l'endroit. Maintenant, les citoyens souffraient sous son règne. En tant qu'esprit libre, le dragon vert voulait riposter. Mais avant que Ak ne puisse expliquer cela à Yona, elle et Yoon sont arrivés et ont tout entendu. Le dragon vert s'est discrètement éclipsé à nouveau. Ak a expliqué que le dragon vert avait ressenti quelque chose d'étrange. Être près de l'aura du dragon blanc provoquait des sentiments contradictoires. Il avait toujours détesté l'idée de destin et ne voulait pas être lié par une mission de servir quelqu'un. Soudainement, ils ont dû fuir les soldats. En chemin, ils ont rencontré la même fille qu'ils avaient sauvée auparavant. Elle les a conduits à l'endroit où elle travaillait et Ak a finalement expliqué au groupe ce qui se passait. La ville était sous le contrôle d'un seigneur avide. Ces soldats intimidaient les innocents, brûlaient des magasins, enlevaient des femmes et exigeaient des taxes absurdes de quiconque essayait de faire des affaires. C'est pourquoi le marché s'était complètement effondré. Yona comprit enfin pourquoi tous les habitants portaient des sourires forcés. Quand Yoon a parlé des pirates, les filles ont dit que les pirates ne blessaient jamais les citoyens ordinaires. Ils volaient seulement les navires de ravitaillement du seigneur. Cette nuit-là, le dragon vert s'est faufilé sur un des cargos du seigneur. Il a découvert qu'il était utilisé pour faire de la contrebande de drogue illégale. Ensuite, son équipage de pirates est apparu. Ils ont pris d'assaut le navire. Le pouvoir spécial du dragon vert dans ses jambes lui permettait de sauter incroyablement haut, ce qui faisait de lui un combattant redoutable. Les pirates ont rapidement maîtrisé l'ennemi et ont incendié le navire. Leur capitaine avait une règle, pas de meurtre. Ils ne se battaient que lorsqu'ils avaient un avantage clair. Plus tard, le capitaine a remarqué que le dragon vert était inhabituellement silencieux. Il a admis que se battre aux côtés de Ak lui avait fait ressentir quelque chose de différent. Même si les gens connaissaient ses pouvoirs, ils ne l'ont pas rejeté. Il tenait profondément à l'équipage de pirates. Il avait quitté son village il y a 13 ans pour trouver la liberté, et ces gens étaient devenus sa famille. Le capitaine prévoyait maintenant une attaque complète contre le seigneur corrompu et avait besoin d'alliés plus puissants. Elle ne voulait pas que d'autres membres de son équipage ou enfants meurent. Comme le dragon vert avait déjà rencontré Ak, elle lui a demandé de l'amener. Le dragon vert a accepté, mais il savait que convaincre Ak ne serait pas facile. Après tout, Ak avait déjà quelqu'un à qui il était loyal. Et c'est ici que se termine cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et voulez voir ce qui se passerait ensuite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter partie 2. À la prochaine.